Nous sommes avec Eugénie Bastier, avec Joseph Massescaron, avec Georges Fenech, avec André Valigny, avec Gauthier Lebray et voilà. On peut faire un petit point mode ou pas? Non, arrête sur la veste. Je tiens à dire aux téléspectateurs qu'elle est encore plus rose à l'antenne qu'en vrai. Bon, on parlera peut-être tout à l'heure de cette circulation. Je voulais qu'on commence cette émission avec Pierre Perret, figurez-vous, le chanteur Pierre Perret qui a écrit et publié un poème contre Rima Hassan. Tu crois faire de la résistance, tu ne résistes qu'à l'intelligence, celle du cœur dont tu ignores le lien, et ton combat ne rime à rien, a-t-il écrit. Mes fidèles loulous, attention, ayez grande précaution, les folles élucubrations d'une passionnariat en carton. Sais-tu pourquoi Rima Hassan et tes veines dépourvues de sang circule un jus nauséabond? C'est parce qu'il n'est que du poison, etc., etc. Donc, il est courageux, Pierre Perret. Il entre dans la campagne européenne et c'est pas si fréquent. Un artiste comme ça. Ça me fait penser quand même, et ce serait courageux à lui, mais ça me fait penser aussi un peu à ce qui s'est passé. Eugénie Bastier. Ce qui s'est passé avec le FN dans les années 80, où beaucoup d'artistes ont pris la parole, et je suis pas sûre que ce soit le plus efficace que les artistes interviennent dans le débat. En général, je pense que la diabolisation de LFI finira un jour par leur servir, parce qu'ils seront. Ça va être la question de dimanche. On va gagner un point. Et voilà, vous verrez. C'est une des questions de dimanche. Vous pensez dimanche, LFI fera un bon score. C'est-à-dire, c'est quoi un bon score? Peut-être 9-10. Je ne veux pas faire des prévisions, hein, mais c'est intéressant de les faire. En tout cas, ils vont faire un meilleur score. C'est aujourd'hui qu'il faut les faire. Ils vont faire un meilleur score qu'il y a 5 ans. Parce qu'ils sont devenus, ils sont devenus le parti anti-système qui exprime une colère un peu comme le. Moi, je dirais pas qu'ils sont anti-système. Dans leur imaginaire, et pour certains, oui, ils le sont. Après les 2 semaines de polémique qui viennent de s'écouler, je note que dans tous les instituts de sondage, Manon Aubry est en dynamique et gagne 1 à 2 points dans les différents sondages en cette fin de campagne. Donc, est-ce que Rima Hassan va justement servir à Manon Aubry et va lui permettre d'effectivement faire un meilleur score qu'il y a 5 ans? Bon, chacun peut donner son analyse, son pronostic. Il y a une différence, avec l'époque où les artistes dénonçaient le Front National, c'est que quand ils dénonçaient le Front National, ils étaient dans le mainstream. Alors que là, Pierre Perret, quand il dénonce Rima Hassan, on ne peut pas dire qu'il soit dans le mainstream. Bon. Écoutez, pas de pronostic, pas de commentaires, messieurs, Fenech. Un sursaut, à la fois de la gauche et de la droite républicaine classique. On avait 2 belles campagnes de Raphaël Glucksmann et de François-Xavier Bellamy qui peuvent aussi être dans une dynamique. Oui, que Raphaël Glucksmann fait une belle campagne. Ah, je trouve, oui. Sur quel thème? D'accord sur tout, évidemment, loin de là. Et je regrette qu'il ne soit pas venu débattre aussi sur CNews, par exemple. Ça, vous voyez, je pense que ça lui a coûté cher. Parce que ça lui a coûté cher, ouais. Face aux autres candidats sur CNews, il était à 0,5 de Valérie Hayé. Il s'est privé d'un débat face à Valérie Hayé pendant 3 heures alors qu'il était à 0,5 d'elle. Ouais. Emmanuel Macron. Bon, d'abord, Emmanuel Macron sur la forme, hier soir, de 20h. C'est-à-dire que c'est un président, en fait, tu peux pas l'arrêter. Il parle, tu ne peux même pas poser une question. Ça rappelle quelqu'un. Ça nous rappelle quelqu'un, Pascal. Bizarrement, je n'osais pas dire... Pardon, mais... Pascal, vous avez cherché... Non, mais là, vous l'avez cherché, là. Vous avez tendu la perche. C'est le concept pro, ça. Oui. Ah oui, on vous invite, il n'y a que vous qui parlez. Oui, c'est un pro. Macron est un vrai pro. Bon. Non, mais bon. Il n'a pas encore les mêmes vestes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Mais en revanche, hier soir, c'était vrai. Écoutez, c'est incroyable. Alors, tu ne peux pas l'interrompre. En fait, il parle, c'est une sorte de logorée verbale. Ça n'arrête pas. Et pour dire alors, si on n'a pas l'Europe, on va être vacciné au Spoutnik. Enfin, ce que j'ai entendu hier, c'est très étrange. Sur la chloroquine, alors qu'il est allé voir. Sur mais bien sûr, il n'y aurait pas l'Europe, on soignerait à la chloroquine. Et s'il y a des Français qui meurent en Ukraine, c'est pas forcément de l'escalade, si c'est des instructeurs. Faut quand même sortir cette phrase. Moi, je trouve dommage, en fait, et c'est ce problème d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas écouter d'ailleurs. Alors, c'est quoi une Europe où l'extrême droite serait forte? C'est une Europe qui ne vous protégera pas. Vous n'aurez pas une Europe des vaccins. Ils vous donneront la chloroquine ou le vaccin Spoutnik. Enfin, c'est incroyable de dire des choses pareilles. C'est incroyable parce que, rappelons que le Royaume-Uni, qui n'était pas dans l'Union européenne, a eu des vaccins. Les États-Unis, qui n'étaient pas dans l'Union européenne, ont eu des vaccins. Le vrai problème, c'est que l'Europe n'a pas fourni et créé de vaccins. L'Europe n'a pas créé de vaccins, faut le dire. On a acheté des vaccins américains. Et la France particulièrement.
et la France particulièrement. Donc ce n'est pas un grand succès pour l'Union européenne, je trouve. Premièrement, et deuxièmement, la chloroquine, pardon, mais Emmanuel Macron est quand même allé voir Raoult à Marseille au tout début quand il parlait de chloroquine. Et c'est lui qui lui a donné la légitimité dont ensuite il s'est servi. Je veux dire, il a quand même participé à fabriquer ce personnage médiatique. Donc je trouve ça un peu culotté. Alors, je précise qu'on ne peut pas écouter le président Macron et que vous le voyez en citation, puisque nous sommes, comme tous les jours, limités par le temps de parole. Et on peut écouter Emmanuel Macron lorsqu'il parle de l'Ukraine ou de l'international ou des cérémonies. On ne peut pas écouter le président Macron quand il parle de la campagne européenne. On sait qu'on en finira avec ces règles. Bah, écoutez, je ne sais pas. C'est quoi une Europe où l'extrême droite sera forte, a dit le président Macron. C'est une extrême droite qui pourra arrêter le prochain plan de relance. C'est quoi une Europe où l'extrême droite sera forte face à l'immigration clandestine que nous subissons? Nous n'aurons plus les textes qui nous protègent. Là, je pense que là, faut se passer. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est le texte qui nous protège, alors que c'est les textes européens qui nous empêchent de pouvoir expulser les étrangers ou arrêter les bateaux. Je trouve ça là encore un peu culotté, et je ne suis pas sûr que ce soit efficace, parce que depuis le début de la campagne, à chaque fois qu'Emmanuel Macron a pris la parole, la tête de liste Valérie Ayé a perdu des points dans les sondages, donc je ne suis pas sûr. Pire pour eux, Jordan Bardella en a pris. Voilà. Surtout, et ça mobilise ça mobilise le Rassemblement national. Ça mobilise l'antimacronisme. Alors, il y a pas mal de réactions. Marine Le Pen, pareil, on n'a pas le droit de l'écouter pour les mêmes raisons de temps de parole. Elle a dit « La Constitution fait de lui non pas le chef de la majorité, mais l'arbitre. Il n'a donc pas rentré dans les élections et a appelé à voter pour ou contre un tel ou un tel ». C'est ce qu'elle a dit il y a quelques instants. Il est président de tous les Français. Il doit être au-dessus précisément des considérations partisanes. Jean-Luc Mélenchon a dit « Macron a parlé pour ne rien dire. Hélas, le génocide continue et la France laisse faire honte ». Éric Ciotti a dit « Nouvelle déclaration indécente du président de la République. Emmanuel Macron ne dégèlera pas la campagne électorale de son camp en jouant avec le feu de la guerre. La France mérite mieux et l'Europe aussi. Il y a le dernier sondage qui est d'Opinionway pour CNews Europe 1 JDD avec le Rassemblement national à 33, la majorité présidentielle à 15, le Parti socialiste à 13, les Républicains. La France insoumise est à 7. Il n'y a pas vraiment de dynamique dans ce sondage. En tout cas. Pascal, plus 1, si elle gagne un point. Si il y a une dynamique, on avait ce matin le responsable d'Opinionway, Bruno Jean, qui dit bien qu'il y a une dynamique France insoumise ces derniers jours. Alors en revanche, on a le droit d'écouter Éric Zemmour qui était là ce matin et qui a commenté cette sortie du président de la République hier soir. Je vous propose de l'écouter. Le vote Bardella est un vote inutile, 2 fois inutile. En Europe, parce que le RN est isolé, ostracisé, alors que nous, à Reconquête, nous sommes dans le groupe qui monte et qui pourra faire des alliances pour imposer une vision de droite au Parlement européen. Et en France, je vous l'ai dit, ça fait 2 fois que le RN gagne les élections européennes, en 2014 et en 2019, et ça n'a rien changé, ni en Europe, ni en France. Le vote Bardella, c'est un vote pour rien. C'est un vote bidon, c'est un vote pour rire, c'est un vote, une victoire de témoignage. Il y a une deuxième partie du sondage qu'on n'a pas vue, me dit Marine Lançon. Donc on peut peut-être voir cette deuxième partie du sondage, parce qu'il faut évidemment citer tous les candidats qui seront présents. Et on n'avait pas vu manifestement le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, Reconquête, la France insoumise. Alors bon, la stratégie de Éric Zemmour, elle est claire. Elle est de taper sur le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national est le principal concurrent de Reconquête. C'est pas la même stratégie que Marion Maréchal. Exactement. Les sondages montrent que par rapport aux 2 500 000 voix que Éric Zemmour a fait au premier tour en 2022, il y a plus de la moitié de ses électeurs qui sont partis ou qui vont partir dimanche vers Jordan Bardella. Donc sa stratégie est claire. Il faut taper celui qui nous prend la majorité de nos électeurs. François-Xavier Bellamy lui prend très peu d'électeurs, donc ça ne sert à rien de le taper comme fait Marion Maréchal. Marion Maréchal, elle dit il faut viser les Républicains. Éric Zemmour, il dit non, il faut viser le Rassemblement national. Et ça a été évidemment leur grand point de tension et leur grand point de divergence. Et là, ce matin, il tapait, je le dis bien sûr entre guillemets, contre le Rassemblement national. Oui, on voit que c'est toujours dans la dernière ligne droite des élections que se met en place cette espèce de logique du vote utile qui peut changer considérablement les choses. Rappelez-vous, pendant la présidentielle, la dynamique du vote utile avait servi énormément Jean-Luc Mélenchon dans la dernière ligne droite. Toutes les voix de gauche s'étaient rabattues sur lui. Et je pense que ça peut changer considérablement les choses par rapport au sondage, cette dynamique du vote utile. Qu'est-ce qui va être le plus utile pour tel ou tel électeur pour faire gagner ses idées? Et puis les joueurs de... Ce serait la première fois qu'il y a un vote utile pour LFI, pardonnez-moi, parce que aux élections européennes, qu'il s'agisse du Front de gauche ou de LFI, ce n'est pas leur mode de scrutin préféré. C'est les écologistes ça n'a jamais été leur mode de scrutin préféré, contrairement à la présidentielle où il y a toujours eu une dynamique.
Bon, là, ce qui va être intéressant, c'est de voir, tout le monde attend, est-ce que cette stratégie de bordélisation va payer ou pas? C'est ça qui est... C'est pas une stratégie de bordélisation, c'est une stratégie de ne parler que de la Palestine et de Gaza. C'est de faire un référendum sur Gaza. André Valinet. Je pense que comme chaque fois aux européennes, on va avoir des surprises dimanche soir. Je pense que les sondages, chacun y va de son pronostic. Moi, je pense que Bardella est plus haut dans les sondages qu'il ne sera en réalité. Il est à 33 là. Oui, mais je pense qu'il va à 29-30. Je pense aussi que Valérie Hayé va remonter, qu'elle ne sera pas à 15 ou 16, qu'elle sera. En fait, vous dites les choses telles que vous voudriez qu'elles soient. Pas du tout. Moi je voudrais que la gauche soit plus haute. Je pense que Glucksmann va rester à peu près autour de 13-14, mais je pense que Hayé va monter, Bardella va descendre. Mais qui va voter pour Valérie Hayé? Eh ben, la droite modérée, le centre, les Européens convaincus, les retraités, les électeurs du MoDem, les retraités, oui, bien sûr. Donc rien n'a changé selon vous. C'est-à-dire que les 2 ans qui viennent de se passer n'ont rien changé. Pensez que, par exemple, les gens, ceux qui votaient pour Macron, continuent de voter Macron. Il a un socle, il a un noyau dur qui lui reste fidèle, mais qui a quand même baissé, parce qu'il était. Ce socle est à 20-22, pendant longtemps, il est aujourd'hui à 15-16. Il y a un élément qui va changer, et d'ailleurs ce que montrait très bien le sondage. Joseph Massesca. Vous montrez très bien votre sondage, c'est que, je pense que ce sera pour la première fois par rapport aux autres élections européennes, que les petites listes dont personne ne parle, qui sont vraiment, mais alors franchement, personne ne parle, sous le radar. Ils ont eu un débat sur France 2. 38 listes. Non mais franchement, là on est en train d'entrer dans le déni démocratique. Elles vont avoir un score cumulé non négligeable. Et ça, c'est extrêmement important quand on va devoir reporter le nombre de sièges ensuite après. Bon, dernière chose, et c'est anecdotique sans doute, mais l'international français Eduardo Camavinga, qui a 21 ans, était en conférence de presse ce jeudi, où il a paru quelque peu déstabilisé par une question sur le vote et les européennes. Voyez cela. Une question hors foot. Dimanche, il y a des élections européennes. Je voulais savoir si tu avais l'intention de voter aux élections européennes de dimanche. Et si oui, comment tu t'étais organisé, sachant que c'est France-Canada dimanche, à Bordeaux. Wow, il me pose une vraie question. Franchement, j'ai vraiment pas pensé à ça. Hein. J'ai juste pensé au match. Moi, après ce qu'il y a autour, là, j'y ai vraiment pas pensé, je vous mens pas. Pour préciser, pour répondre à la question, il y a l'équipe de France a mis en place un petit processus où aujourd'hui, ceux qui le souhaiteront pourraient faire des procurations, puisqu'on ne pourra évidemment pas quitter le rassemblement dimanche, mais donc les joueurs ou les membres du staff qui le souhaiteront pourront voter par procuration. Du coup, je vais voir après pour voter, du coup. C'est à la fois intéressant, et puis c'est vrai que je connais bien les footballeurs. Il est jeune, il est dans un autre monde, le sien. On est à quelques jours d'un championnat d'Europe. Il est à l'image de beaucoup de jeunes qui ne vont pas voter dimanche. Une majorité qui ne savent même pas qu'il y a des élections. Il y a des élections, et si vous les interrogez parfois, vous dites qui est Valérie Hayé, qui est... Bon. Mais une chose quand même, Pascal, l'élection européenne est une des seules élections où le taux de participation augmente d'élection en élection, alors que généralement c'est l'inverse pour les législatives, pour les présidentielles, ça baisse. Chez les jeunes. Y compris chez les jeunes, donc c'est plutôt une élection qui... L'antisémitisme. Encore un mot, ces élections européennes ne changeront rien à court terme. Sarkozy les a perdues en 2009, Hollande les a perdus en 2014, Macron va les perdre cette année, ça ne changera rien à court terme en politique intérieure. Ça, je le dis pour les téléspectateurs, c'est, les éléments de langage de l'Élysée. Non, moi, l'Élysée. Non, mais je vous dis pas que vous êtes à l'Élysée, je vous dis que c'est les éléments de langage de l'Élysée, de dire les élections européennes ne sont pas structurantes, ça sert absolument à rien, c'est juste un vote refouloir, etc. Ils anticipent, et c'est à nous, me semble-t-il, de décoder parfois, de dire ça. On a vu apparaître sur les réseaux sociaux des tableaux. Dimanche, Emmanuel. Alors, sauf si c'est... En fait, si Bardella est à 29, 30, etc., il ne se passera rien. Bon, s'il est au-dessus de 35, ce que personne n'imagine vraiment, c'est autre chose. Mais s'il est à 29-30, ils diront c'est rien, c'est la même chose, c'est du défaut. C'est le mépris du vote. Il ne se passera rien, je vous l'assure, je vous mets ma main au feu. C'est pas structurant et ça. Vous aurez un président de la République qui viendra comme hier, qui parlera tout le temps, qui n'écoutera pas les journalistes et qui dira je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Attendez, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas normal qu'on considère que ça ne sert à rien. Mais si, c'est ce que vous me dites, ça ne sert à rien qu'on y aille. Je dis que c'est l'interprétation qui sera faite dimanche soir. Parce que toutes les majorités au pouvoir, sous Sarkozy comme sous Hollande,
perdent les élections européennes et disent le mais ils moment. avaient la majorité. Tandis que là, il n'a pas de Oui, ça, majorité c'est à l'Assemblée vrai. Ça, c'est nationale. vrai. Ils C'est peuvent ça, la passer différence. une chose. Effectivement, Emmanuel Macron déteste en plus céder à la pression. On l'a vu après Bien 49.3 sur les retraites, après le débat de la loi immigration. Et Gabriel Attal peut présenter sa démission pour être renommé aussitôt et pour exfiltrer quelques ministres en difficulté. C'est la seule chose et le seul scénario qui est sur la table actuellement entre Matignon et l'Élysée. Mais Une vous verrez, potentielle et c'est démission de normal, Gabriel Attal pour le relégitimer ensuite. Il y a des ministres en En le difficulté. renommant. là, en ce moment. Ah, Bon, par exemple, Prisca Thévenot est en grande difficulté. Oui. L'antisémitisme. Alors Emmanuel Macron hier l'a sortie sur l'antisémitisme, elle est lunaire. Incroyable. Elle est lunaire. Inexplicable. Ah bon? C'est C'est inexplicable. inexplicable. Mais on passe. Alors il devrait nous écouter de temps en temps. Il devrait venir même sur ce plateau parce que si c'est inexplicable, il peut venir là. On va lui dire 2-3 choses. Bon, mais évidemment, c'est un président qui n'est pas allé à la marche contre l'antisémitisme. Donc en fait, là, il comprend pas. Mais non, mais il a très bien compris. Il ose pas dire. Évidemment. Il ose pas dire. Mais je vais vous dire, ce président qui est très intelligent, il lui manque un truc, le courage. Bah voilà, là c'est une preuve. C'est pas un truc qu'il n'a pas, manifestement. Le vrai courage, le vrai courage. Écoutons le président de la République sur l'antisémitisme. Moi, quand je vois la jeunesse qui est touchée par Gaza, je la comprends. Mais quand être touché par Gaza ou manifester pour la paix se retourne en devenant la justification d'actes antisémites, d'empêcher tel ou tel étudiant parce qu'il est juif ou parce qu'elle est juive de rentrer dans une université, d'endommager, d'être violent, quand c'est être irrespectueux à l'égard des institutions de dialogue, ça n'est plus la même chose. Donc oui, en quelque sorte, à la passion du débat politique, oui, à l'émotion, parce que nous le vivons parfois dans nos chairs, mais ça doit se faire dans un cadre respectueux. Bon. Oui, ça c'est un constat simplement. Hein. Non, mais il y a quand même un problème. Il dit que c'est inexplicable. Il y a au moins 2 explications qu'on peut lui soumettre, même 3. Donc, qui a tué des juifs en 2012 à Toulouse? L'islamisme, Mohamed Merah. Voilà. L'extrême gauche, il y a aucun sujet sur l'extrême gauche. Il n'y a pas des exemples depuis dernier. 92% des Français considèrent qu'LFI est. C'est vous dire, quand on parle de déconnexion des élites, mais il n'est pas déconnecté. Le reproche on peut lui faire, c'est qu'il sait et qu'il ne le dit pas. Oui. Et ça, c'est un vrai reproche quand même qu'on peut lui adresser. Et comme il parle tout le temps hier dans l'interview, la journaliste ou le journaliste ne peuvent pas lui répondre, ne peuvent pas lui apporter. C'est possible. C'est impossible. Donc moi, ça fait des fois, je dis toujours la même chose sur Emmanuel Macron. Il vient sur un plateau, au bout de 2-3 minutes, tu peux encore poser des questions. Après, il prend tout le plateau, tu peux plus rien faire. Bon, d'accord. Et puis qu'est-ce qui s'est passé à Rouen, la synagogue? C'était qui à la synagogue? Voilà, c'est un Algérien sous OQTF. En fait, ça sert à rien. Moi, les journalistes, ils sont gentils d'y aller. D'ailleurs, Monsieur Boulot et Madame Lapix, ils sont gentils. Ils sont faire valoir. Non, mais il y a une gêne d'Emmanuel Macron à nommer. Avec la question identitaire, on le sait. Pour les émeutes, c'était la même chose. Il n'a pas voulu nommer qui étaient les émeutiers. Il a dit que c'était les écrans qui avaient été responsables des émeutes ou le bac. Il a du mal à vraiment à nommer la fracture identitaire en France. Il a peur de la provoquer davantage. Que et ça ne marche pas. C'est malheureusement, c'est pas un petit peu l'explication de texte. C'est pas en mettant les choses sur le tapis qu'on l'a réduit. Et son absence à la grande manifestation contre l'antisémitisme, c'est dans le même sens. Le sentiment que s'il s'engageait quelque part dans ce sens-là, il fracturerait davantage. Et moi, j'ai tendance à penser qu'au contraire. Enfin, il fracture bien quand il attaque ce qu'il appelle l'extrême droite, qui fait que 33% des gens vont voter pour Jordan Bardella. Là, ça le dérange pas de fracturer, là, manifestement. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est il fracture avec qui s'il va à la marche contre l'antisémitisme? Avec qui il fracture? Demandez-lui, posez-lui la question. Mais avec qui il fracture s'il va à la marche contre l'antisémitisme? Thomas Hill à 9h23. Avec les antisémites? Thomas Hill. Absolument, je suis là, Pascal. Thomas, comment ça va? Très bien, vous êtes magnifique, Pascal, ce matin. Je vous remercie. C'est gentil. Quelle élégance. Vous en êtes un autre.